Bienvenue à l'épisode 2 de Neuf où nous recevons un Montpelliérain de nationalité nigérienne, le professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan. Vous écoutez Ndeup, un podcast pour penser autrement nos médecines africaines. Jean-Pierre Olivier de Sardan est un socio-anthropologue français de renom, connu pour ses contributions significatives à l'anthropologie du développement et à l'étude de sociétés africaines contemporaines. Né en 1941 à Montpellier, en France, il a consacré sa carrière à la recherche et à l'analyse des dynamiques sociales, culturelles et politiques en Afrique de l'Ouest, notamment au Niger, où il a passé près de 40 ans de sa vie. Jean-Pierre Olivier de Sardan a suivi une formation en anthropologie en France, où il a soutenu une thèse de doctorat sous la direction d'éminents chercheurs tels que Jean Rouch et Georges Ballandier, s'intéressant particulièrement au système de croyances et aux pratiques sociales dans les sociétés africaines. Il a été fortement influencé par les approches de l'anthropologie pragmatique et critique qu'il a adaptées et développées dans ses travaux. En tant que directeur de recherche émérite au CNRS, le Centre national de recherche scientifique, et membre fondateur du LASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, basé au Niger à Niamey et au Bénin à Parakou, Olivier de Sardan a contribué à la formation de générations de chercheurs en sciences sociales, notamment en Afrique. Ses travaux se situent au croisement de plusieurs disciplines, notamment l'anthropologie, la sociologie et les études du développement. Ses recherches abordent plusieurs thématiques clés. L'anthropologie du développement, il est reconnu pour ses critiques approfondies des politiques de développement en Afrique et pour son analyse des interactions entre acteurs locaux et acteurs internationaux. Il a également travaillé sur les dynamiques sociales et la gouvernance locale. Ses études ont exploré les pratiques et les logiques des institutions locales, notamment dans le cadre des services publics comme l'éducation et la santé. Son approche dans la santé filtre entre les objets de la santé publique et de l'anthropologie médicale. Il a notamment à plusieurs reprises, avec des membres d'équipe du LASDEL et d'ailleurs, documenté de façon brillante les conditions concrètes d'exercice de la profession de sage-femme, les dépenses catastrophiques des familles, les écarts entre normes officielles et comportements des agents de santé, la coproduction d'un bien public, la gestion des ressources humaines. Il a également travaillé beaucoup sur les approches méthodologiques. Olivier de Sardan a proposé des cadres méthodologiques innovants pour étudier les pratiques quotidiennes et informelles souvent négligées dans les recherches classiques. Il revendique la combinaison de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, c'est-à-dire des critères d'intérêt scientifique et des critères d'intérêt social. Jean-Pierre Olivier de Sardan est l'auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques que je ne peux pas citer ici. Mais parmi ses publications les plus influentes, on peut citer Anthropologie et développement, essai en socio-anthropologie du changement social, publié en 1995, La rigueur du qualitatif, les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique, publié en 2008, qui est devenu une sorte de Bible pour les étudiants en Afrique de l'Ouest francophone. Ce livre explore les méthodes qualitatives et leur application dans les sciences sociales. Enfin, La revanche des contextes, des mésaventures de l'ingénierie sociale en Afrique et au-delà, un pavé d'à peu près 500 pages qui a eu un retentissement exceptionnel dans le monde universitaire et du développement, tant il a été discuté, commenté et a inspiré de nombreux travaux. La force de Jean-Pierre Olivier de Sardan, ce sont les études empiriques menées sur l'action publique, l'acuité de ses analyses, mais aussi son sens de l'équipe avec les chercheurs nigériens, béninois, ivoiriens et d'une grande partie de l'Afrique de l'Ouest francophone, pour ne citer que. Dans le domaine de la santé, Olivier de Sardan a publié La construction sociale des maladies, des entités nosologiques populaires en Afrique de l'Ouest, en collaboration avec Yannick Jaffray, en 1999. Une politique de santé et ses contradictions, la gratuité des soins au Burkina Faso, au Mali, au Niger, publié en 2014 avec Reed. Également, il a à son compte nombreux articles dans des revues scientifiques de renom. Je ne citerai que ceux qui ont été remarqués dans le champ de la santé. L'accouchement, c'est la guerre, de quelques problèmes liés à l'accouchement en milieu rural nigérien, co-publié en 1999 avec Abdoumouni Abakar Souley, ou l'accouchement à domicile au dispensaire en milieu rural et les rites traditionnels qui l'entourent chez les Haoussa sont finement décrits. Et enfin, un ouvrage important autour duquel
On discutera aujourd'hui, c'est la médecine inhospitalière, les difficiles relations entre soignants et soignés dans les 5 capitales d'Afrique de l'Ouest avec Yannick Jaffray, qui a un ouvrage qui a été publié en 2003. Olivier de Sardan continue d'être actif dans le domaine académique et dans les débats sur les politiques publiques en Afrique. Il reste une référence incontournable pour les chercheurs et les praticiens intéressés par l'Afrique, le développement et les dynamiques sociales complexes. Jean-Pierre Olivier de Sardan, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation au podcast NDEP, une émission où on discute sur les enjeux décoloniaux de la santé en Afrique. Je voudrais commencer par faire avec vous un petit peu un état des lieux de l'hôpital, un des points forts de l'enquête que vous avez menée il y a 20 ans avec des membres de votre équipe, Marietou Koné, anthropologue aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, Yannick Jaffray, Aboubacar Souley, Yveline Diallo, la regrettée Adiza Moussa et bien d'autres dans 5 villes africaines francophones, Niamey, Abidjan, Bamako, Dakar et Conakry, une entreprise d'exploration des logiques sous-jacentes, des pratiques des personnels de santé et des interactions soignants-soignés. Vous avez proposé tout autant de documenter les pratiques du côté des soignants que les relations entre ceux-ci, les malades et leurs accompagnants. Vous avez aussi porté votre analyse sur le système de santé lui-même. Vous avez alors fait un constat de convergence de comportement des personnels de santé dans les diverses villes d'Afrique enquêtées qui ont fait admettre que les comportements des soignants, mépris pour les plus pauvres, raquettes, brutalisation, violence verbale, attitude beaucoup plus respectueuse devant les riches, etc., suivent un certain nombre de logiques récurrentes. Les normes pratiques adoptées explicitement connues par les acteurs se composent à la fois de culture bureaucratique post-coloniale et d'une culture professionnelle spécifique en milieu médical. Ma question, elle va porter sur, du coup, la colonialité de l'hôpital. Avec vos membres d'équipe, vous avez reconnu qu'en Afrique s'est opérée une dérive historique particulière de la bureaucratie classique, donc le modèle français, que cette dérive serait héritée de la colonisation. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui fait la colonialité de nos systèmes de santé et des pratiques des soignants et ce qui vient d'autre chose? Oh, c'est pas une question très, très, très facile parce que on a affaire à des phénomènes assez complexes. Historiquement, l'hôpital tel qu'il existait quand on l'a étudié il y a 20 ans, est évidemment à la confluence de plusieurs trajectoires, de plusieurs logiques et de plusieurs processus. Il est clair que la médecine moderne a été introduite par la colonisation sous une forme assez particulière, qui était quand même au départ la médecine militaire. Le fait, c'était une médecine militaire, lutte contre les grandes endémies en particulier, donc il n'était pas, disons, dans l'optique d'un dialogue réel entre le soignant et le patient. Elle avait des aspects qui renvoyaient au despotisme colonial lui-même et a introduit bon, toute une série effectivement, on peut dire, de manque d'attention ou de manque d'écoute du malade. Je pense que c'est lié à cette médecine militaire. Le mode opératoire, disons, de la médecine coloniale était très influencé par le despotisme même de l'administration coloniale dans tous les domaines. Surtout dans la période du statut de l'indigénat entre les deux guerres mondiales, on va dire, grosso modo. Et je pense qu'il en est resté, au fond, un certain mépris du patient, un certain manque d'intérêt pour le patient. Alors, et on ne le trouve pas que dans la médecine coloniale, bien évidemment, mais il a une forme particulière à cause de cette histoire. Par ailleurs, donc il y a évidemment, ce n'est pas que le seul héritage. Il y a sans doute eu une insuffisance d'écoute qui était celle des régimes africains des premières années de l'indépendance, qui n'a pas probablement assez, disons, réformé les services publics dans un sens de plus de prise en compte des besoins des patients. Mais c'est vrai que c'était une tâche qui était difficile à l'époque. Donc après, voilà, on a un certain nombre de choses, même la corruption dans la santé, qui est quelque chose d'assez important. Souvent, les professions de santé sont considérées par les populations comme parmi les plus corrupties et les plus corrompus.
Bon, il est clair qu'aussi une partie de la corruption remonte à l'époque coloniale et aux privilèges accordés par les commandants de cercle à leurs favoris, à ceux à qui ça, et aussi aux chefs dits traditionnels, mais qui en fait étaient des chefs nommés par la colonisation française et qui exécutaient les ordres et de la colonisation française à tous les points de vue, qui étaient au fond ceux par qui passait le despotisme au quotidien. Voilà. Alors, il y a tous ces phénomènes-là. Donc, il y a certainement une dimension qui renvoie à la colonialité. Il y a d'autres dimensions qui renvoient à la médecine en général, dont on peut dire qu'elle a mis du temps à être, et qui est aussi quand même un système très, très mandarinal et très vertical, bon, qui est aussi d'introduction occidentale, bien sûr, qui est arrivé pas forcément avec la colonisation, mais peut-être après, mais qu'on trouve un petit peu partout. Et il y a une manque d'écoute du point de vue des patients par les autorités publiques de les indépendances. Bon, il y a tous ces phénomènes qui se sont un petit peu mélangés. Et puis, il y a eu l'influence, alors c'est plus compliqué à voir, l'influence qu'a eu le monde de la santé publique après les indépendances, qui lui aussi a joué probablement, au début en tout cas, dans un sens assez vertical. Donc, je comprends en fait que finalement, même si c'est pas que dans le secteur de la médecine, la forme particulière qu'elle revêt aujourd'hui, c'est un mélange entre un système colonial français et à l'époque qui était institutionnalisé sous le régime de l'indigénat, qui fonctionnait en fait, et vous le rappelez, je pense, dans l'ouvrage, sous le coup de l'exceptionnalité, de la dérogation. Et qui sont des traits inventés par la situation coloniale. Oui, c'est ça. Et puis qu'après, à l'époque des indépendances, il y a eu le relais d'une certaine façon prise par les grandes institutions internationales qui ont été un peu soutenues les politiques de santé à bout de bras et à bout de financement. Et donc il faut aussi voir que le système de santé au moment du passage des indépendances était essentiellement urbain au niveau des hôpitaux puisqu'ils étaient plutôt destinés à soigner les élites coloniales, et aussi la petite, enfin, les commis, les fonctionnaires coloniaux des pays colonisés, et puis avec un maillage très, très, très faible dans les campagnes, mais plutôt le système des grandes ennemies dans d'opérations coup de poing, version santé, quoi, santé militaire. Alors, l'extension du système de santé a été très forte dans toutes les premières années. Le maillage s'est beaucoup construit, mais pas forcément avec les préoccupations de qualité des soins qui s'imposaient. Et ça s'est pas arrangé avec en particulier l'ajustement structurel, dont on sait les ravages que ça a fait sur les services publics un petit peu partout en Afrique. Donc il y a l'ensemble de ces processus qui est intervenu, c'est-à-dire que la façon dont les partenaires au développement ont pris en compte la santé publique et l'ont mise à bout de bras, n'a pas forcément permis les innovations adaptées aux situations locales qu'on aurait pu espérer. Ouais. Justement, c'est intéressant que vous rappelez en fait finalement le poids des institutions internationales par rapport à la structuration des systèmes de santé, notamment tout ce qui est des institutions Bretton Woods, comment ils ont, je citais la Banque mondiale, comment en fait ils ont pesé aussi sur la manière dont sont structurées en fait l'offre de soins aujourd'hui. Oui, avec des allers-retours difficiles à comprendre. Pendant un moment, si on prend sur la question de l'accouchement, la formation des matrones traditionnelles pour accoucher dans les villages était privilégiée. Après, on a dit exactement l'inverse, c'est-à-dire que les matrones n'avaient plus le droit, au contraire, d'accoucher. On voit bien tous ces effets d'accordéon que font les institutions internationales qui un jour promeuvent une telle politique, 5 ans après une autre, et 10 ans après encore une autre, ça pose quand même un peu des problèmes avec des politiques de santé standardisées qui ont été mis sur pied à peu près partout. Je reviendrai sur cette question d'empilement des normes et d'illisibilité.
Mais pour comprendre l'hôpital, son fonctionnement et les rapports soignants-soignés, vous avez centré l'analyse sur le fonctionnement de la bureaucratie en Afrique francophone. Vous dites que le fossé entre soignants et soignants est le même qu'entre les bureaucrates et leurs usagers, comme dans les dispositions du Code de l'indigénat, les habitudes coloniales existantes à l'époque, avec le racisme, le paternalisme, qui ont engendré l'arbitraire et la violence qui se perpétuent aujourd'hui au sein de l'hôpital africain. Mais vous rappelez que les conditions d'émergence de la bureaucratie moderne à l'européenne sont différentes de l'histoire de la bureaucratie africaine. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui fait en fait la spécificité de cette bureaucratie, puisque vous revenez souvent là-dessus en disant son importance dans la structuration de l'hôpital? Pour dire, l'évolution des bureaucraties européennes au XXe siècle s'est fait avec une de plus en plus prise en compte de la citoyenneté et en plus après dans disons, dans un désir de rapprochement des administrations vis-à-vis des administrés et disons d'adaptation, de meilleure adaptation des administrations aux besoins des administrés. Alors qu'au même moment, l'administration coloniale était complètement différente. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place en Afrique, c'est pas l'administration européenne, ça a été l'administration coloniale qui était complètement presque aux antipodes de ce qu'était l'administration européenne dans les métropoles à l'époque. Et donc, on a affaire à une confusion complète des pouvoirs, des commandants de cercle tout-puissants, des chefs traditionnels nommés par la colonisation qui étaient leurs fidèles exécutants, etc., etc. Quelque chose qui n'avait strictement rien à voir avec l'administration des métropoles. Donc, l'histoire de la bureaucratie en Afrique a démarré de façon très différente de l'histoire de la bureaucratie moderne en Europe. Lorsqu'il y a eu le passage aux indépendances, il n'y a pas eu de réforme fondamentale de cette bureaucratie. Ça a été une transition douce. Alors, elle avait commencé à évoluer. Il est clair que la bureaucratie coloniale, au moment après la Seconde Guerre mondiale, la loi cadre de fer où se préparaient les indépendances, n'était plus aussi violente et aussi despotique disons, au moment du siècle de l'indigénat. Et donc, il y a quand même, mais il n'y a jamais eu une remise en question fondamentale il me semble qu'il n'y a jamais eu de réponse fondamentale. Et dans les pays qui avaient rompu avec disons, les pays occidentaux, c'était un autre modèle de bureaucratie qui était introduit, un modèle de bureaucratie de type communiste, on va dire, ou inspiré du communisme, qui n'était pas plus amical vis-à-vis des usagers que l'autre. Donc, on n'a pas eu vraiment beaucoup de chance dans l'évolution de la construction de la bureaucratie et son rapprochement ou son écoute des administrés. Je pense que c'est ça qui est un peu spécifique dans l'histoire des bureaucraties africaines. Après la troisième vague de réformes, ça a été introduit là aussi, alors là par l'ensemble des partenaires de développement sous le thème de New Public Management. Et donc ça a été encore une forme beaucoup plus, disons, basée sur une sorte de privatisation de fait de la santé ou de mise en ordre de la santé à partir des mantras du New Public Management, qui n'a pas non plus été forcément très, très favorable à un bon dialogue soignant-soigné à la base. Vos recherches ont mis en exergue la complexité donc des relations entre soignants-soignés. Vous avez éclairé le fait qu'il n'y a pas des anges d'un côté et des diables de l'autre. Vous dites que le malade pauvre, c'est celui aussi qui recourt à la corruption. Et la corruption joue un rôle très, très important dans vos travaux. Dans la médecine inhospitalière, vous mettez en exergue ces malades-là qui exigent qu'on leur rende service gratuitement, d'avoir accès aux ressources, médicaments, autres consommables, qui leur reviendraient de droit. Et c'est une attitude qui encourage notamment la corruption des fonctionnaires et par conséquent sa tolérance dans nos sociétés. Et ceci, vous l'avez documenté dans les services de santé, mais aussi avec votre confrère Giorgio Blondo au sein de la douane, des transports, de la justice, des marchés publics au Bénin, au Niger et au Sénégal. Et vous concluez sur une observation d'un dysfonctionnement généralisé. Pouvez-vous nous expliquer la place qu'occupe la corruption dans les structures de santé en Afrique? Déjà, le constat de cette corruption, il peut être fait à deux niveaux. Il y a eu quelques enquêtes qui ont été faites de type
alors c'est compliqué parce que les enquêtes par sondage sont pas très fiables, mais qui grosso modo, je me rappelle, avait montré au Burkina que les professions de santé étaient parmi celles qui étaient le plus critiquées par la population, hein, pour ça. Et puis l'observation toute simple montre à quel point, bon, ben, il y a cette main à la poche, enfin, les mains hors de la poche, les paiements hors de la poche, comme on appelle en anglais, qui est nécessaire dans les services de santé, qui fait que ben voilà, quand vous amenez un malade à l'hôpital, ben vous savez que si vous, probablement, en tout cas, vous partez de l'idée que si vous donnez pas quelque chose à l'infirmier qui est chargé du service, ou etc., il va pas s'occuper bien de votre malade. Alors, c'est pas forcément vrai, certains vont s'occuper de tous les malades, mais c'est renforcé parce que c'est aussi parfois vrai et que on a d'innombrables témoignages, oui, les autres, ils avaient de l'argent, donc ils s'occupaient mieux de leurs malades que de nous qui sommes pauvres et qui n'avons rien, etc. Donc voilà, il y a une sorte d'effet, d'effet boule de neige qui se crée où, à partir du moment où on pense que il faut payer pour être bien soigné, et à partir du moment où il y a des citoyens, des agents de santé qui effectivement demandent, etc., on arrive à un système où voilà. Euh, alors, effectivement, il y a, la corruption, de ce point de vue-là, est indissociable du favoritisme ou du clientélisme. C'est-à-dire, si vous connaissez quelqu'un, vous n'avez pas besoin de payer. C'est quelque part quand vous connaissez personne que vous devez payer. Ou si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez aussi en même temps le payer. C'est encore une histoire. Donc, tout ça est assez compliqué, mais ça crée effectivement une ambiance très corrupto-centrée, on pourrait dire. Euh, L'une des innovatrices qu'on avait repérées, c'était intéressant parce elle avait essayé d'améliorer les choses de la façon suivante. Dans la maternité dont elle était la directrice, l'accouchement normal était à 1500 francs CFA, je crois, à l'époque. Mais grosso modo, on avait estimé dans nos recherches que les patients payaient autour de 8 à 9 000 minimum CFA en petites choses que les sages-femmes demandaient, exigeaient, etc. Et qu'elle voulait diminuer, elle voulait lutter contre ça, donc elle a réuni toutes les sages-femmes en leur disant, vous exagérez, vous prenez beaucoup trop. Donc désormais, celle qui prendra plus de 3500 francs CFA aura affaire à moi. Donc c'était intéressant parce elle savait bien que c'était à tel point que dire vous ne prenez plus rien était illusoire et n'aurait pas été suivi. Et donc elle avait essayé d'améliorer de façon, à sa façon, en disant ben voilà, vous prenez maintenant beaucoup moins, etc. Vous voyez, donc tout ce genre de choses, comment on peut améliorer, ça montre que les approches par en haut, qui vont faire des règlements, enfin tous les systèmes habituels de lutte contre la corruption ne marchent pas. On avait travaillé ça d'ailleurs avec Giorgio Blundo. Il y avait eu des articles qui avaient été, des recherches qui avaient été faites sur les institutions anticorruption, les luttes anticorruption. On s'aperçoit que c'est un échec global manifeste. Enfin, toutes les campagnes de lutte anticorruption menées depuis 40 ans à l'initiative des institutions internationales sont des échecs globaux complètement évidents. Voilà, donc arriver à démarrer, là aussi, démarrer autrement par en bas, peut-être une des solutions pour réduire en tout cas la corruption, partir de l'idée qu'on va arriver à corruption zéro, etc. Bon, c'est impensable, mais déjà arriver à ce que petit à petit, les choses soient moins douloureuses pour les pauvres, ce serait déjà pas mal. Vous avez relevé du coup à l'époque aussi la structure schizophrénique hein, de l'administration hospitalière, le pluralisme des normes, les intermédiaires empressés, omniprésents, les petits arrangements. Vous dites aussi qu'il y a une imbrication entre pratiques réelles quotidiennes des services de l'État et pratiques corruptives. On ne peut pas tracer une frontière claire entre favoritisme, clientélisme et piston d'un côté, et les arrangements en argent de l'autre, ou entre commission et gratification légitime d'un côté, et les pots de vin et les rançonnements illégitimes de l'autre. Quand on suit ce qui se passe dans les maternités et les santé de santé que vous décrivez, on voit l'illisibilité du fonctionnement et de ces services rendus à l'hôpital. Quelle est la fonction en fait? Est-ce qu'il y a une fonction sociale à l'illisibilité qu'on voit à l'hôpital? Est-ce que c'est fait exprès? Je crois pas, non, je crois pas qu'on puisse imputer une sorte enfin de stratégie négative délibérée, etc. Je crois que c'est plutôt un effet
bon, inattendu de l'ensemble du fonctionnement du système de santé. Il faut y mettre dedans aussi le dénuement réel dans lequel travaillent souvent les agents de santé, les injonctions contradictoires auxquelles eux-mêmes sont soumises, l'absence de matériel ou de produits. Enfin, bon, il y a tout un ensemble de circonstances. Je ne crois pas que ce soit une stratégie délibérée du tout. Alors, de fait, simplement, ça crée une situation dans laquelle les gens ont l'impression que ben, voilà, accoucher, c'est un parcours absolu du combattant avec des gens qui sont pas bienveillants, auprès desquels on doit s'arranger et se débrouiller. Donc ça crée par exemple cette stratégie qu'on avait vue où des gens essayent de se mettre bien avec une personne du système de santé pour que se sentir un petit peu protégé ou materné par elle. On parlait d'une sorte de forme de marrainage que les gens cherchent pour avoir un peu un protecteur ou un appui à l'intérieur même de ce monde qui leur apparaît comme très hostile. Mais il faut voir que du côté des agents de santé, la partie n'est pas non plus simple pour eux à jouer. C'est pas simplement une forme de méchanceté ou de cupidité invétérée qu'il fait. C'est que dans les conditions de ce système-là, il est très difficile à réformer. Mais après, ça amènera dans une chose dont on parlera peut-être plus tard, qu'il y a aussi quand même des agents réformateurs et des pôles réformateurs à l'intérieur du système de santé. Vous avez, oui, vous avez évoqué le nombre de contraintes en fait auxquelles sont exposés les agents de santé. Vous avez analysé les soignants, vous avez analysé les interactions, vous avez analysé le système de soins lui-même. Et concernant les soignants, vous êtes particulièrement et à de nombreuses reprises intéressé à la fonction donc de sage-femme, hein. On le comprend tout d'abord à sa formation et puis à sa pratique quotidienne. Vous avez noté un écart considérable donc entre la formation théorique reçue par la sage-femme, le schéma aseptésié, intemporel des cours, sans aucun autre encadrement de leurs enseignants, et le stage en terrain réel qui est, vous dites avec vos membres d'équipe, un vrai traumatisme. On y découvre comment se débrouiller avec tel ou tel médicament en rupture de stock, travailler sans doigtier disponible avec un tensiomètre en panne, l'ambulance qui est partie faire des courses du chef de service. On y apprend des combines plutôt plus ou moins tolérées. On y fait le tri entre certains gestes indispensables et d'autres qu'on s'habitue à négliger. Vous dites, on se protège peu à peu contre la souffrance et la mort, on s'habitue au dénouement et aux injustices, on revient de ses illusions initiales et on commence à arrondir les fins de mois. L'école de santé en Afrique, c'est avant tout, j'ai l'impression, un lieu d'illusion où on y enseigne ce qui n'a pas beaucoup de rapport avec le terrain. Du coup, en Afrique francophone, on forme des sortes de soignants, mais est-ce que c'est pour entretenir une sorte de fiction? Est-ce que c'est pour entretenir une sorte de fiction, je ne sais pas moi, celui comme celle d'un État moderne ou un hôpital où on peut, alors qu'on peut très peu? Là aussi, je ne crois pas que ce soit une sorte de complot conscient ou inconscient qui soit mené. C'est le résultat d'un ensemble de processus défectueux et sur lesquels ni les pouvoirs publics, ni enfin, les deux grands partenaires qui interviennent, c'est-à-dire d'un côté les pouvoirs publics et de l'autre côté les institutions internationales d'appui à la santé, ne sont jamais pris la mesure de la réalité de ce système de santé. On a l'impression oui, il y a un système de santé en partie fictif, qui est celui officiel, qui est celui des organigrammes, qui est celui des conventions, qui est celui des programmes verticaux, etc., et qui ne tient pas compte du système de santé réel. Donc, dans ce truc-là, je pense qu'il n'y a pas il y a pas en quelque sorte un grand coupable qui se cache derrière là. Il y a une série de dysfonctionnements majeurs un petit peu partout et qui fait qu'il n'y a jamais de rappel à ce qu'est la réalité quotidienne des centres de santé. Donc c'est ce que nous, on a voulu faire, hein, ce sort de piqûre de rappel à la réalité. Vous parlez du système de santé, mais c'est un système de santé en partie sur le papier, en partie fictif. Et voilà, on va vous montrer ben, ce que c'est que le système de santé au quotidien, ce qu'est qu'on pourrait dire la réalité réelle, celle qui n'apparaît pas dans les statistiques, celle qui n'apparaît pas
dans les résultats épidémiologiques, etc. Donc c'est celle-là qu'il importe d'améliorer ou de changer. C'est pas une réalité fictive. Donc si on part pas de cette réalité de tous les jours, on va jamais sérieusement réformer. C'est pour ça que s'empilent depuis 50 ans, 60 ans des réformes en permanence qui n'arrivent pas à vraiment de façon significative améliorer la qualité de ce système de santé. Tous les indicateurs sont uniquement basés sur des chiffres, sur des quantités, et les quantités ne disent pas grand-chose de la réalité des comportements et des interactions entre soignants et soignés. Oui, effectivement, on note en fait, il y a beaucoup de travaux sur les évaluations, sur les systèmes métriques. Il y a une certaine culture de l'évaluation. Puis on reprend, même vous le dites, on reprend après la routine hein, quand les supervisions arrivent et tout. Et y a-t-il eu des avancées notables après vos travaux sur ces questions-là, justement? Alors c'est difficile à savoir. En général, euh, on est plutôt... c'est très compliqué à dire. Euh, Au début, on a eu des réactions négatives, négatives de la part d'un certain nombre de personnels de santé. C'était simple. Lorsqu'on avait présenté les résultats de cet ouvrage et de ces enquêtes à l'école de santé publique d'Anvers, qui forme une grande partie des hauts cadres de santé publique des pays africains, on a eu affaire au départ à des réactions hostiles de médecins africains qui étaient en stage là et qui disaient, mais vous êtes en train de calomnier la médecine africaine, de dire que ça marche pas, etc. Et donc, on a eu quelques moments difficiles au début, et puis après, jusqu'à ce qu'il y ait quelques-uns à l'intérieur de la salle qui disent, mais arrêtez de dire ça, vous savez bien que ce qu'ils ont dit est vrai. Puis un autre qui disait, oui, mais c'est même encore pire que ce qu'ils ont dit, etc. Puis tout d'un coup, il y avait une sorte de soulagement de la salle où un discours de vérité sortait au lieu du discours purement formel de vouloir défendre une institution qui aurait été attaquée de façon injuste. On a eu exactement le même phénomène quand on a présenté nos résultats à l'ensemble des personnels de santé de la circonscription sanitaire de Niamey. Même au début, des gens, ah, et pourquoi vous nous dites ça? C'est pas bien, vous nous tâchez, vous faites une mauvaise presse pour tout ce qu'on se fait. Et puis là aussi, des gens qui disent, mais non, c'est pas vrai. On a exactement le même phénomène. Donc on voit bien que c'est difficile d'admettre ça. Bah oui, au bout du compte, il y a eu des reconnaissances formelles. Il y a eu, euh, c'est compliqué à dire. Chaque fois qu'on est intervenu, au début, on a eu des ministres de la Santé qui nous écrivaient pour dire que ce qu'on disait, c'était pas sérieux, c'était pas bien. Puis après, 2 ans après, il était évident que c'était encore au contraire bien pire que ce qu'on avait décrit. Donc en même temps, on a eu parfois des réactions positives. On a eu le syndicat unique des agents de santé qui, à un moment, nous a dit, ben oui, c'est un peu à cause de ce que vous avez fait qu'on a arrêté de faire des grèves sans service minimum parce que on se rendait, ou de défendre des agents complètement corrompus. On s'est rendu compte qu'il fallait prendre un peu aussi fallait prendre en considération les besoins des soignés et pas simplement les intérêts corporatistes des soignants, etc. Donc, oui, les choses bougent, mais elles bougent pas forcément comme on le sait, pas forcément en réaction directe à ce qu'on a dit. Quand je prends l'exemple du Sénégal, les soignants peuvent se lever, faire une grève sans assurer un service minimum et qui laisse des patients mourir faute de soins. Il n'y a ni association de patients, ni contre-pouvoir sérieux à leur opposer. Et surtout, une totale impunité face aux refus de soins ou aux erreurs médicales. Donc, la question des dysfonctionnements des services de santé, il a été évoqué aussi, il releverait aussi de questions d'éthique et de morale. Il s'agit d'intériorité, souligne d'ailleurs un de vos membres d'équipe, le professeur Yannick Jaffray. Que recouvre cette intériorité? Y a-t-il une place réservée à l'enseignement d'une éthique des soins en milieu africain dans l'information de santé? Je crois qu'il y en a une maintenant. Il suffit pas je veux dire, tout ce qui, si on regarde les curricula des formations de santé, sur le papier, tout est bien, quoi. C'est-à-dire que là aussi, c'est le problème, il est la différence entre le, je veux dire, entre les paroles et les actes. Ouais. Et donc, c'est,
on peut avoir des enseignements impeccables sur il faut écouter les patients, il faut faire ceci, il faut faire cela, la médecine centrée sur le patient, etc. Et ne pas du tout les tenir en, je veux dire, les adapter dans les contextes concrets. Il y a un gros décalage entre ce qu'on apprend dans les formations et puis après ce qui est la réalité du métier. Donc c'est, il me semble, au niveau essentiellement de la réalité du métier, qu'il faut, qu'il faut intervenir. Moi, je crois fondamentalement que le sursaut doit venir de l'intérieur des professions de santé. Donc, oui, enfin, il y a bien sûr la nécessité aussi d'une expression des patients, d'une expression des citoyens en tant que citoyens usagers des trucs qui est important, qui est la voix s'élève de là du côté des patients ou du côté des communautés rurales. Il y a d'autres acteurs aussi, les municipalités. On a beaucoup travaillé avec des maires au Niger, on s'est rendu compte qu'ils étaient assez du côté des populations par rapport aux services de santé et qu'ils se plaignaient de ne pas avoir assez de pouvoir pour aider les populations à faire face à ce qui se passait de pas bien, disons, dans les centres de santé. Donc, il y a convergence, nécessité de convergence du côté des usagers, du côté des pouvoirs locaux et des collectivités locales, mais aussi de l'intérieur même du système de santé. S'il n'y a pas de réformateurs ou d'innovateurs à l'intérieur même du système de santé qui essayent de changer les pratiques de l'intérieur, je ne crois pas qu'on arrivera à des progrès substantiels. Donc, je pense que ça, c'est un des axes forts sur lesquels il faut essayer de travailler. Et ça se fait pas dans les cours, ça se fait pas dans les grandes réunions, ça se fait vraiment sur le terrain et en essayant de partir des bonnes pratiques, mais pas les bonnes pratiques de bons élèves des agents de développement, les bonnes pratiques de bon rapport avec la qualité des soins et les relations avec les patients. Et est-ce que cette convergence de réformes qu'il faudrait, qui viendrait des usagers, qui viendrait des soignants, qui viendrait d'autres parties prenantes, est-ce qu'il faudrait le faire sous forme d'assises de la santé? Comment vous le voyez? Est-ce que c'est un gros pinch qui va être organisé? Sous quel format vous pensez que ça peut se faire sur l'Afrique d'aujourd'hui, francophone, 20 ans après vos travaux? Nous essayons de le faire maintenant au LASDEL depuis quelques années, c'est d'identifier ces réformateurs de l'intérieur. C'est-à-dire d'identifier des agents de santé qui essayent d'améliorer la qualité des soins et la qualité des prestations délivrées aux patients. Parce que, au fond, tout tourne autour de cette qualité des soins. On peut multiplier l'ouverture des centres de santé, multiplier les programmes de santé. Si la qualité des soins stagne ou même parfois régresse, on n'a rien fait. Et c'est cette qualité des soins qui est déplorée mauvaise qualité des soins qui est déplorée par les populations. Donc on s'est concentré sur essayer de trouver des agents de santé qui, dans leur domaine, dans leur formation sanitaire, dans leur hôpital, avaient essayé d'améliorer cette qualité. Et on en a effectivement, on a démarré au départ sur la santé maternelle et infantile, et on en a trouvé, du coup, on avait documenté une équipe du LASDEL, hein, c'était pas moi, c'était Maman Sani, Soulaï Soufou et Karimel, et qui avait commencé ça, mais ça avait été aussi d'autres chercheurs du LASDEL qui avaient essayé d'innover, de les chercher, comme ce qu'avait fait Issa Diarra aussi. Mais donc, il y a eu plusieurs recherches menées sur ces innovateurs à l'intérieur du système de santé. Souvent, pas très visibles, ils n'étaient pas du tout appuyés par leur hiérarchie, mais ils avaient significativement amélioré cette qualité des soins. Donc, on a essayé de les mettre en réseau, de les appuyer. Et on avait d'ailleurs la chance au Niger d'avoir un soutien même au niveau du ministère, puisqu'on avait deux de ces réformateurs qu'on avait identifiés depuis longtemps, qui eux-mêmes étaient arrivés à des positions disons, de décision importantes, secrétaire général du ministère, directeur de la santé et de la reproduction, etc. Donc, on était en train d'essayer de faire monter ça. Bon, le coup d'État, je veux te le dire, a mis fin à cette collaboration. Mais je pense on continue d'essayer de multiplier les recherches sur ces innovateurs de l'intérieur en disant que, au fond, si on les a documentés, si on les a mis en réseau, ben, on crée les conditions pour qu'ils soient écoutés. Sur les innovateurs de l'intérieur que vous mettez en réseau, est-ce que moi je voudrais une ficelle en fait du métier, si on peut dire, parce que beaucoup de chercheurs en fait sont complètement déprimés sur la question de la réappropriation en fait des travaux par les politiques, par les décideurs. Comment en fait vous faites au niveau du Niger? Qu'est-ce que vous avez mis en place ou qu'est-ce que vous avez vu
se faire après toutes les formations que vous avez mis et la recherche que vous avez mis en œuvre autour des innovateurs de l'intérieur pour que ça s'essaime et que les décideurs prennent ça en compte, en mettant en lumière ces innovateurs-là, peuvent être réappropriés par les décideurs. Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Comment ça fonctionne? Et plutôt ce qu'on a essayé de faire, puisque pour le moment, on est en stand-by, du fait que voilà, les responsables avec qui on travaillait ont été mutés, affectés ailleurs et ne sont plus dans des positions de décision importantes. Donc, de fait, ça s'est un peu bloqué pour le moment, mais on n'a pas l'intention d'arrêter pour autant. L'idée, c'était, on a fait un colloque à Niamey avec, sur un appel d'offres d'une série de jeunes chercheurs africains sur justement les innovations dans les services publics. Et à cette occasion, on avait fait venir le secrétaire général de la Santé qui a expliqué son combat en quelque sorte depuis, on l'avait repéré, nous, il y a 20 ans comme un innovateur dans un district perdu du Niger. Et puis, il avait été après directeur d'hôpital, etc. Il était SG de la santé. Et c'est avec lui qu'on essayait de monter, que, par exemple, des idées comme une journée de la qualité des soins, de faire des émissions à la télé sur justement des exemples de rénovateurs de l'intérieur pour montrer comment ils avaient fait. Bon, on avait un certain nombre d'idées qu'on avait essayé de monter avec eux et qui, pour le moment, sont en stand-by. Euh, c'est un peu compliqué parce qu'on sort de notre métier de chercheur, donc on essaye d'être en même temps des citoyens et en tant que citoyen d'essayer de mettre dans le coup des gens à des différentes étapes du processus de décision. Honnêtement, c'est compliqué. J'ai pas de recette et je peux pas dire de trucs magiques. Je pense quand même que il faut de continuer et que de plus en plus de laboratoires de recherche en Afrique, d'universités, de centres de recherche et d'enseignement supérieur en Afrique travaillent sur ces innovateurs de l'intérieur, les identifient, ce qui est déjà pas si simple. Pour identifier, il faut bien connaître les situations locales, les documenter, parce que ça suffit pas de dire monsieur un tel ou madame un tel travaille mieux, il faut dire comment, pourquoi et quelles difficultés il ou elle a rencontrées, etc. Et à partir de là, je pense que petit à petit, on aura une écoute plus importante du point de vue des décideurs, que ce soit les collectivités locales, les ministères, bon, éventuellement les institutions nationales, mais ça, j'y crois un petit peu moins parce que je ne crois pas qu'ils peuvent faire grand-chose sur ces domaines-là. Donc, voilà, ça ne peut pas dire qu'on arrive avec une recette et des grands résultats affichés, mais on arrive à un programme. Bon, l'essentiel, au fond, c'est de combiner, je pense que nous, on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire des diagnostics sérieux, des diagnostics non complaisants, donc qui forcément mettent le doigt sur des problèmes. Et ça ne plaît pas à tout le monde, et ben tant pis, parce que on va pas changer les choses si on ne part pas des diagnostics et si on veut pas, si on se voile la face devant les réalités. Donc il faut continuer les diagnostics, mais en même temps que les diagnostics, essayer d'identifier ceux qui, dans ces contextes difficiles, douloureux, démunis, etc., arrivent quand même à essayer de, 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 de faire le mieux qu'ils peuvent, quoi. Et de sortir des routines négatives ou des routines clientélistes ou des routines corruptives ou ouais, etc., etc. Bon, il y en a. Donc, arriver à mener de pair ces deux choses, continuer les diagnostics, parce que sans ces diagnostics, on ne peut pas, et en même temps, dans ces conditions difficiles, documenter tous ceux qui essayent d'aller à contre-courant en quelque sorte et essayent d'améliorer les choses parce qu'il y en a. Et je pense que si on tient bien ces deux choses, on aura fait déjà une partie du boulot euh, qui irait vers une amélioration. Le reste dépend pas non plus forcément de nous. On veut dire, on est des chercheurs, on n'est pas des magiciens et on peut pas tout faire. Mais voilà, on va essayer, sur la base de ces résultats, je sais pas quoi, essayer d'avoir un certain écho auprès de décideurs à tout niveau, dans les syndicats, dans les mairies, dans les associations de malades, et dans les ministères.
Professeur Jean-Pierre Olivier de Sardan, je vous remercie d'avoir accepté de partager avec nous votre très longue et profonde expérience et pratique de soins et des relations entre patients et soignants dans les structures de santé d'Afrique francophone. Merci beaucoup d'être venu ici au podcast NUP. Merci, ça fait un plaisir. Allez, au revoir. Merci également aux auditeurs de NUP. Rendez-vous au mois de janvier prochain.